Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Dans le cadre de la tenue du deuxième sommet USA-Afrique qui se tient du 13 au 15 décembre 2022, le président de la République béninoise, Patrice Talon, s'est envolé pour les États-Unis ce lundi, plus de précision dans cette édition. Dans le cadre de réglementation de la campagne médiatique pour le compte de janvier 2023, la HAC a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques en lice dans les médias. Le BR est deuxième après Moël Béné sur la dite liste. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les malfrats ont amputé le bras d'une femme, l'oreille de son bébé et emporté sa moto. C'était ce 10 décembre dernier. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu ce lundi 12 décembre aux États-Unis d'Amérique. Il prendra part au deuxième sommet USA-Afrique qui a lieu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Plusieurs chefs d'État africains participent à ce sommet de haut niveau consacré aux questions d'investissement, de sécurité alimentaire, de changement climatique, de gouvernance et de démocratie. Le chef de l'État, Patrice Talon, a salué les deux blocs de la mouvance présidentielle UPR et BR lors de son discours sur l'état de la nation pour leur contribution aux nombreuses réformes. À l'occasion de sa rencontre avec la presse en fin de semaine, le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications face aux commentaires qui voient une action politique à travers ce geste du président Talon. Selon le porte-parole Wilfried Léandre-Ngouedji, le président de la République ne s'est pas engagé dans une action politique. Pour lui, M. Talon a fait preuve de justice, d'honnêteté intellectuelle en félicitant les partis qui l'ont aidé à atteindre les résultats probants de l'action gouvernementale. Dans le cadre de la réglementation de la campagne pour le compte des législatives de janvier 2023, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis en lice dans les médias. À l'issue de l'opération du tirage, Moël Béné est premier sur la liste. Le deuxième parti est le BR et viennent ensuite MPL, les démocrates, FCBE, UDPN et pour finir l'UPR. Les relations entre la France et le Mali ont récemment fait la une des journaux et alimenté des sentiments pro- ou anti-français. Mais rares sont ces déclarations officielles qui expliquent le nœud du problème. Marc Vizy, l'ambassadeur de France près le Bénin, s'est livré à l'exercice à la Maison des médias au cours du mois de novembre. Suivez plutôt ces propos recueillis par Carles Kitomé. Ça nous fait tous peur, cette progression du terrorisme, il doit résister, se mobiliser. Ce que je voulais dire, c'est que je reprends un peu l'histoire du président Hollande qui a décidé l'intervention servale. On n'a jamais prétendu qu'avec 5000 militaires français, on pouvait durablement maintenir à nous seuls la sécurité dans tout le Sahel, avec les millions de kilomètres carrés du Sahel. Jamais on a eu cette prétention. Nous, en 2013, quand on est venu arrêter la progression de groupes qui menaçaient la capitale, qui menaçaient Bamako, d'autres grandes villes du Mali. Ensuite,
c'était aux forces maliennes de prendre le relais, aux administrations maliennes de s'installer dans les localités, et nous, on était derrière pour les aider, avec d'autres d'ailleurs. Mais on n'a jamais prétendu, moi je ne dis pas qu'il y a eu un échec militaire. On a éliminé un grand nombre de terroristes, on a stoppé la progression de la capitale, mais on n'a jamais prétendu qu'avec ces moyens-là, on était en mesure, et puis c'est pas notre vocation, c'est fini la période des colonies, on n'est pas, c'est pas à nous d'assurer tout ça, la sécurité de tout ça, c'est pas comme ça. C'est les pays qui se prennent en charge, c'est déjà ce qui se fait ici au Bénin. Donc nous, on peut, en tant qu'alliés, venir en appui, faire des formations, apporter des appuis aériens, apporter des renseignements, on peut aider, être ensemble, mais on ne va pas se substituer. Or là, il y a une espèce d'inversion des logiques où parce que au Mali, ça n'a pas fonctionné comme le Mali n'a pas réussi à se débarrasser aujourd'hui du terrorisme, on dirait que c'est la faute de la France. Enfin, il y a quand même une logique, un problème de logique là-dedans. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées qui a eu lieu le 3 décembre dernier, l'ONG organise la première édition du concours Miss Grain d'Espoir le samedi 17 décembre prochain. Il s'agit d'un événement qui vise la promotion et l'intégration des personnes handicapées. Donna Oremi Dotonou, vice-président de l'ONG, contribue, nous en dit plus au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahami. Nous avons voulu organiser un événement qui se produira le 17 décembre prochain, qui est l'événement Miss Grain d'Espoir. Nous l'avons nommé ainsi, mais ce n'est pas un événement Miss classique comme ce que nous avons l'habitude de voir. Cet événement-là vise l'intégration et la promotion des personnes handicapées, précisément les personnes sourdes. Voyez-vous, ces personnes sont beaucoup marginalisées, mises de côté et ont certaines difficultés que nous, les personnes non handicapées, ne voyons pas forcément chaque jour. Voyez-vous. Alors, à travers ce programme-là, à travers cet événement, nous voulons d'abord mettre en exergue les difficultés que ces personnes ont. Nous voulons les apporter un peu de joie en ces temps de fête. Et aussi, comme le 3 décembre dernier était la journée mondiale pour les personnes handicapées, nous avons aussi vu l'importance de cet événement en ce mois de décembre. Il profite de l'occasion pour inviter différents partenaires et sponsors à soutenir cet événement. Il est toujours au micro de Quentin Amoussou, Francis Fahami. Déjà, pour les prix, nous avons déjà certains prix qui sont disponibles pour ces filles-là, mais nous appelons toujours des partenaires, des sponsors qui pourront aussi apporter leur bout de pain pour concevoir quelque chose de beaucoup plus consistant pour les personnes qui vont gagner. Parce qu'elles auront besoin de suivi, elles auront besoin d'entreprendre des activités autant sociales que professionnelles. Elles auront besoin de formation et bien d'autres encore. Donc nous appelons, merci pour la question, parce que nous appelons en même temps tous les partenaires, sponsors officiels à apporter leur soutien pour pouvoir accompagner efficacement ces filles ou la Miss Grain d'Espoir pour son mandat. Nous avons l'honorable Chantal Aïe qui est marraine de l'événement. Je vous invite à venir le 17 prochain et vous aurez plus de détails sur le sujet. Une femme a été braquée le samedi 10 décembre dernier aux environs de 6 heures du matin à Révier, à Kossavier. Les malfrats ont amputé le bras de cette dernière, ont emporté sa moto qu'elle roulait. Ils auraient amputé une oreille au bébé de la victime qu'elle portait au dos. L'histoire des jumeaux n'est pas collée à l'Afrique, selon Sylvain Kwasi, le spiritualiste. Si aujourd'hui l'Église catholique romaine décide aussi de se lancer dans les rituels des jumeaux, c'est de son droit, car toute bonne religion est d'abord païenne. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. On dit que rien ne dégénère dans rien du tout. Il faut suivre l'événement de l'Église catholique à partir du pape Jean-Paul II. Quand ce pape du pays de l'Est, on a été nommé pape, c'est la surprise de tout le monde. C'est la première fois qu'on n'a pas un pape d'Italie, de l'Occident. Son premier cri d'appel, il a invité toute l'humanité à aller vers l'espérance.
Elle a dit, si vous ne croyez même pas à Jésus, vous ne croyez pas à sa maman, allons tous vers l'espérance. Il a fait un voyage au Bénin pour rencontrer les gens de la tradition du Bénin. Dommage qu'ils n'auraient compris de ça aussi. Parce que je dis, les Dahoméens, les Béninois, adorent l'étoile de l'espérance qu'elle a mise de l'homme. Khalifa. Il n'a pas dit le nom. Il a écrit son encyclique. Dans son encyclique, il a dit, Jean-Paul II, que l'homme a l'obligation de retourner dans l'ancienne philosophie. Le maxime de Socrate est toujours d'actualité. Homme, connais-toi toi-même, tu connais les dieux de l'univers. Mais ce maxime est marqué à la porte de Delphes. Le dieu d'Apollon, qui est le dieu soleil que nous appelle Pha. Mais eux, ils ont déifié plutôt Apollon, un homme. On a vu la statue d'Apollon, l'a décapité. Bon, donc voilà. Donc, il a posé les bases. Son successeur, Benoît XVI, a aidé un jeune prêtre de Noël de Cono à faire une thèse sur le faille de l'Ébat. Marchons très bien. Il est nommé secrétaire à la culture au Vatican. Donc, ça veut dire que le Vatican aujourd'hui, tu dis aujourd'hui, on a trompé l'humanité en jetant l'hérésie sur Lucifer. En faisant Lucifer un Satan. Lucifer est Jésus. Lucifer est l'étoile du matin, c'est son vrai nom français. Le porteur de lumière. Fiat Luis, c'est Lucifer. Et chaque étoile d'Ifa est Lucifer, le faiseur de lumière. Donc, l'Église revient. Et Benoît XVI, donc François aujourd'hui qui est là, a confirmé la pensée des deux prêtres, des deux papes, en disant que Jésus est Lucifer. Donc, ils ont droit aussi de revenir à la tradition. Et les jumeaux n'appartiennent pas au Bénin. Non. Les jumeaux, déjà, ce n'est pas les enfants jumellaires. Non. Les enfants jumellaires ne sont pas des jumeaux, parce qu'ils sont peut-être soudés dans le ventre, mais ici, ils sont détachés. Donc, ce n'est pas les enfants jumeaux. Les jumeaux, on ne les détache jamais. Le signe de Frère Clément dit qu'on ne peut jamais détacher les jumeaux. Et le jumeau est le 8e signe de Frère, c'est le être primitif. Adam et Ève étaient jumeaux. Et les jumeaux est Elohim. Les deux à la fois, qu'on ne peut jamais séparer. Donc, l'Église ne fait rien. C'est non responsable de la tradition ésotérique, qui sont des charlatans qui n'ont aucune connaissance ésotérique. La page internationale de ce mardi 13 décembre 2022 compte dossier des actualités au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Qatar et au Pérou. Une compilation signée Nassirine Fatoumbi. Le sommet États-Unis-Afrique s'est ouvert ce mardi 13 décembre à Washington. Les dirigeants de 49 pays africains et de l'Union africaine sont conviés pendant 3 jours dans la capitale américaine pour parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Il s'agit du deuxième sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour le continent africain après la présidence de Donald Trump. Le Royaume-Uni espère regagner une place centrale sur la scène internationale. Ce lundi 12 décembre, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a présenté sa vision de la politique étrangère britannique à l'occasion de son premier discours. L'accent est mis sur les pays en voie de développement. James Cleverly entend nouer de nouveaux partenariats avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Le chef de la diplomatie, lors de son discours, a promis l'avènement d'une diplomatie de la patience. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a promis ce lundi avec force de réformer l'institution ébranlée par un scandale de corruption présumé impliquant le Qatar. Ce scandale de corruption a déjà de premières conséquences sur les activités du Parlement. Plusieurs eurodéputés qui auraient dû se rendre au Qatar en ce mois de décembre ont dû annuler leur voyage à cause de ce scandale. Au Pérou, à présent, après la destitution puis l'arrestation du président Pedro Castillo, qui avait tenté un putsch la semaine dernière, les manifestations prennent un tour violent au pays. 5 personnes sont mortes lundi lors des manifestations dans les régions d'Arequipa, portant à 7 le bilan total de morts depuis dimanche. Les protestataires réclament la libération de l'ex-président Pedro Castillo, la dissolution du Congrès et des élections anticipées. La nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte a promis lors de son discours des élections anticipées pour avril 2024.
AMS a affronté Asvo au stade Omnisport de Kobe le dimanche 11 décembre dernier. Un match qui s'est soldé sur un score nul de 0 but partout. Marcelin Bokove, président de Asvo, a assisté à la rencontre. Au terme de ce match, il a commenté la rencontre et exposé les ambitions de son club. Il est au micro de Analdo. Ça a été un match très tactique, il faut le dire. Les deux équipes s'attendaient. C'est le premier contre le deuxième avant le début du match. Donc ça a été très tactique. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment le fond du jeu, c'est l'engagement des deux équipes. Et je trouve que c'est un bon niveau de notre championnat. On n'a pas eu de but malheureusement, mais on aurait pu, vous avez vu, il y avait eu pas mal d'occasions. Pour Ayema comme pour Asvo, mais 0-0 pour nous, en tout cas, c'est bon à prendre. Vous savez, on est dans une zone très difficile. Il n'y a vraiment pas de petites équipes ni d'équipes qui soient vraiment au-dessus de la mêlée. Mais Asvo compte jouer, qu'on veuille ou pas, la Super League. Donc nous faisons tout quand même pour accrocher cette Super League. Et puis après, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. L'année passée, on n'est pas passé très loin de ce qu'on voulait. Cette année, j'espère bien que ce sera meilleur. En tout cas, on donnera tout pour, n'est-ce pas, être au rendez-vous. Également membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Marcelin Bokove, a apprécié la prestation des Lions de l'Atlas et les encourage pour la suite. Il est toujours au micro de Anaël Dou. C'est historique. C'est historique. Le Ghana était passé tout près en 2010, pendant que la Coupe du Monde avait lieu sur le sol africain. Mais cette fois-ci, le Maroc, comme on dit, nous a enlevé la honte. C'est une performance historique. Et je pense que le Maroc peut aller encore plus loin. On aura une demi-finale France-Maroc. Tout le monde attend ce match-là. Je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Mais pour le niveau qu'ils ont déjà atteint, je crois que c'est tout bénéf pour l'Afrique. Du 10 au 11 décembre dernier s'est déroulé à la plage de Fidjroussé le tournoi de beach handball. Ce tournoi a regroupé plusieurs équipes de Cotonou et ses environs, sans oublier l'équipe venue du Togo. Un challenge qui vient relancer le beach handball au Bénin après quelques années d'hibernation. Reportage Colombe Roussou. La Fédération béninoise de handball, avec à sa tête Sidiko Karimou, en partenariat avec NCA Assurance Vie, ont organisé un tournoi dénommé Open Beach Handball. Un tournoi de 2 jours qui vient redonner un nouveau souffle à cette discipline au Bénin après un long moment de silence. L'initiative vient de nos fêtiers, l'initiative vient de la CAF, de l'IHF, qui ont décidé de relancer la discipline. Et comme je l'ai déjà dit, il serait inconcevable qu'avec les quantités de plages que nous avons, que nous ne puissions pas suivre le mouvement. L'optique, c'est de professionnaliser clairement. Les clubs vont avoir leur section beach handball et les clubs vont se positionner pour des compétitions. Pour un championnat national, l'équipe nationale va se positionner pour des compétitions zonales, continentales, voire mondiales. Ces 2 jours de compétition finissent sous une note de satisfaction. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On a eu beaucoup d'athlètes. Il y en a qui n'étaient pas là hier, qui sont venus aujourd'hui parce qu'ils ont eu les échos, ils sont venus aujourd'hui. On rend grâce à Dieu. Durant les 2 jours de compétition, il n'y a pas eu de blessés, on n'a pas eu de cas d'incidents, tout s'est bien passé. Plus que satisfait. Nous avions des objectifs quantifiables, 60 joueurs. Nous avons explosé, peut-être qu'on a fait 4 fois plus, donc on est plus que satisfait. Pour la bonne marche de cette discipline, la fédération envisage des formations à divers niveaux pour les différents acteurs. On va initier des formations sur le plan national. Ces formations seront en théorie et en pratique. Après ça, nous allons donner la formation aux arbitres sur le plan local. Et quand il y aura des formations sur le plan international, ces arbitres aussi vont participer pour qu'on puisse mettre tous la main à la pâte. Mais les formations, ce ne serait pas juste la théorie. Ça peut être théorie suivie de vidéos, d'accord, des séquences vidéo, ou ce serait la théorie suivie des séances pratiques. Si nous ne formons pas, nous ne pourrons pas prétendre compétir à un niveau intéressant. Donc il y aura de la formation, comme au niveau du handball traditionnel, il y aura un programme de formation. Les bons experts seront mis à contribution. La preuve, pour le faire, nous avons humblement reconnu que nous sommes moins performants que les Togolais et les Nigérians. Et donc nous avons fait appel à toute une équipe togolaise et à un expert nigérien qui sont venus. C'est la preuve de ce que nous savons
que le moment venu, il faut qu'on aille chercher de bonnes compétences pour élever le niveau. Soucieux d'apporter une touche particulière à la discipline, la fédération songe déjà à mettre le parquet pour pouvoir accueillir dans les années à venir une CAN de beach handball. C'est ce qui justifie la présence au Bénin d'un expert en la matière qui n'a pas manqué de livrer ses impressions et d'évoquer la collaboration bénino-nigériane. Je suis tellement content pour ça qu'ils ont en train de faire ici. Ça va évoluer le beach handball à Afrique de l'Ouest et à Afrique entière. Donc, j'espère que tout ça là qu'ils ont déjà commencé aujourd'hui, ça va nous aider dans notre collaboration entre Nigeria et Bénin pour qu'on évolue ensemble dans le cadre de beach handball en Afrique. Très bientôt, il aura un championnat entre les deux pays voisins, Nigeria et Bénin. Donc, parce qu'on ne veut pas que les autres pays viennent nous chasser. Donc, on doit rester en haut là-bas. C'est pour cela qu'on doit faire cette collaboration. Dans les prochains jours, un autre tournoi sous forme d'Open sera de nouveau organisé par la Fédération béninoise de handball, histoire de bien asseoir les techniques de base afin que les participants se familiarisent avec les différentes notions reçues. Merci. À quelques heures du démarrage des matchs des demi-finales de la Coupe du Monde, Colombe Ousso a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les projections de quelques amoureux du foot. Suivons ensemble. Dans la production du jeu, les équipes africaines ont plus produit du jeu, mais pour marquer des buts, c'était vraiment impossible. Les équipes africaines à la Coupe du Monde ont fait une très bonne prestation. Et dans le fond du jeu, on a été très impressionnés et les équipes n'ont pas fait pied de figure, mais bon, dommage de constater que les équipes ont été éliminées dès le premier tour, à l'exception du Maroc. Et quand on parle du fond de jeu, j'ai été négativement surpris par la prestation de la Tunisie. Il faut d'abord féliciter le Maroc pour le parcours. C'est déjà un grand effort qui a été fait, la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est à saluer. Le reste, c'est du bonus. Et sur le match contre la France, lorsque vous êtes déjà dans une phase à élimination directe, tout peut arriver sur un match. Sur 90 minutes ou 120 minutes ou au-delà de 120 minutes, les tirs au but, tout peut arriver. Donc, le Maroc, on l'a vu durant cette compétition, fidèle à sa philosophie, ne pas chercher à avoir la possession de balle, mais être compact et fort dans les contre-attaques. Le Maroc, c'est une équipe qui est restée très compacte, solide. Et dans le fond du jeu, on ressent de l'esprit de collectivité, du collectif entre tous les joueurs. Et c'est ça qui les a permis d'être aujourd'hui au deuxième tour de la Coupe du Monde. Le Maroc a battu beaucoup d'équipes, les meilleures équipes. Les Marocains doivent jouer solide comme ils le font, un collectif bien soudé en défense comme en attaque. Et je crois que dans un match qui ne sera pas de tout facile pour les Marocains peuvent rapidement prendre le dessus. Il suffit juste de contrôler certains joueurs, d'être attentifs pour pouvoir battre la France. Demain, le Maroc sera dans la même posture, va laisser la balle à la France, à l'équipe de France. La possession de balle sera pour l'équipe de France, mais le Maroc va toujours compter sur ses forces, c'est-à-dire avoir un bloc assez compact, un peu bas, mais capable de se projeter quand l'équipe a la balle. Avec ses forces comme Bouffal sur le côté qui a monté, qui a éclaboussé les rencontres. Il y a deux rencontres de ce talent. Il faut dire que l'Argentine doit craindre la Croatie et de la même façon la Croatie aussi doit craindre l'Argentine. Les deux se sont rencontrés il y a de cela 4 ans et les Croates ont battu les Argentins 3-0. Aujourd'hui, il faut dire que l'Argentine doit prendre sa revanche sur la Croatie. Maintenant, vu le palmarès des deux équipes,
on voit que la Croatie peut prendre le dessus des choses. L'Argentine a un effectif énorme, une équipe. On a constaté que l'équipe tourne autour de Lionel Messi, alors que côté croate, c'est un collectif qui joue. Et tout le monde est leader, tout le monde se donne à fond, mais en Argentine, tout le monde ne fait que chercher Lionel Messi dans la surface de réparation. Mais je crois que ce sont les Argentins qui doivent craindre la Croatie. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas craindre la Croatie. Quand vous entendez la Croatie a éliminé le Brésil, archi favori de la compétition, la Croatie a éliminé cette équipe-là en quart de finale. Et c'est se suicider que de croire que la Croatie, cette Croatie-là est une petite équipe. Mais je crois que l'Argentine a les armes qu'il faut, les joueurs qu'il faut et un surdoué qui, malgré ses 35 ans, montre au cours de cette compétition qu'il a encore ce qu'il faut, la vision, la rapidité dans l'exécution des gestes et l'aisance technique qu'il faut. Il l'a toujours et il a montré. Vu le palmarès des 4 équipes, je crois que si la Croatie sort pour la finale, la Croatie va remporter le mondial. La Croatie, vice-championne du monde en titre, elle peut créer la surprise. Le Maroc, bon, on dira que sur 2 matchs, quand vous passez, si le Maroc arrive à passer l'étape des demi-finales, pourquoi ne pas rêver? Il faut rêver. Et je pense que c'est le rêve qui a amené le Maroc jusqu'en demi-finale. Donc il faut continuer de rêver. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et à très bientôt.